Ça fait presque 3 ans qu'on vit au quotidien avec ChatGPT. Et si vous êtes comme moi, vous êtes tombé dedans. Et quand je dis tomber, parfois je demande des choses qui sont tellement stupides juste par paresse intellectuelle que je me dis non mais Greg, qu'est-ce que tu es en train de devenir? Et oui, je me parle à la deuxième personne, pas vous. Cette question dérangeante m'obsède depuis des semaines. On est en train de vivre la plus grande révolution cognitive de l'histoire de l'humanité. On a de ce double effet waouh d'un côté avec l'étendue de ce qui est possible de faire avec l'IA et ce petit effet là en se demandant ce qui va bien pouvoir nous rester. Mais personne ne se demande si nous ne sommes pas en train de nous lobotomiser nous-mêmes avec le sourire et l'enthousiasme de celui qui vient de découvrir qu'il peut faire ses devoirs sans réfléchir. Vous aussi, vous ressentez cette sensation troublante, cette facilité presque obscène avec laquelle vous déléguez votre réflexion à une machine. Cette petite culpabilité, vous savez, qui vous prend quand vous réalisez que vous n'avez plus ouvert un livre depuis que vous avez découvert que ChatGPT pouvait vous résumer n'importe quel ouvrage. Déjà qu'avec les réseaux sociaux, on avait du mal à se concentrer plus d'une page et demie, en tout cas je parle pour moi. Maintenant, de plus en plus, on lâche l'affaire. Carrément. Alors rassurez-vous, nous sommes tous et toutes dans le même bateau, mais ce bateau, il prend l'eau. Et c'est justement parce que nous sommes tous complices de cette paresse intellectuelle qu'il devient urgent d'ouvrir les yeux sur les vrais enjeux de l'IA. Et de mon côté, j'en ai tellement marre d'entendre que l'IA est un danger pour l'humanité, qu'elle va remplacer le travail. Je pense que c'est important de prêter attention à qui tient ce genre de discours et se demander quelles sont leurs motivations. Et le truc auquel il faut faire attention, c'est qu'il n'y a aucun modèle d'IA qui est rentable et ils ont tous et toutes besoin de lever des fonds et donc d'affirmer qu'ils représentent le futur. D'ailleurs, si vous avez peur de l'IA, j'ai interrogé des centaines de personnes et j'ai passé globalement tout mon été à transformer ce que j'avais appris en un test pour calculer votre score de survie professionnelle face à l'IA. C'est gratuit, c'est ici, je vous mets le lien dans la description. Mais surtout, j'ai créé une masterclass pour vraiment comprendre les impacts de l'IA dans le monde du travail. Et moi, pour moi, c'est un niveau de discours et de contenu que je vois nulle part, mais qui devrait vraiment transformer votre perspective sur le sujet. Je crois que l'IA révèle nos angles morts sur ce qu'est l'intelligence. Il y a quelques années, je dînais avec des amis, et parmi eux, la danseuse étoile Dorothée Gilbert. Avec Dorothée, on se connaît depuis longtemps, on a évidemment fait un épisode ensemble, dont je vous mets le lien dans la description. Mais alors qu'elle va bientôt raccrocher ses pointes, je lui ai posé une question qui m'interrogeait beaucoup. Comment est-ce qu'elle fait pour se souvenir de l'intégralité d'un ballet et de chaque mouvement, en masquant avec une grâce sans pareille la difficulté inouïe de l'exercice? Et elle m'a simplement répondu qu'elle ne s'en souvenait pas avec sa tête, mais que son corps, lui, à force de répétition, était synchronisé avec la musique, et que c'est lui qui connaissait le ballet. Le corps, il a une mémoire et une intelligence propre. Mais je vais y revenir. S'il est évident que la société doit évoluer avec la technique, ici, la révolution industrielle qui représente l'intelligence artificielle, ça nous oblige à tout repenser, l'école, le travail, le progrès, et par conséquent, à revenir aux bases de ce qu'est l'intelligence, de l'intérêt d'apprendre, de ce qui fait de nous des êtres humains, tout simplement. Et c'est un bout de chemin que je vous propose de faire dans cette newsletter ou dans cet épisode si vous l'écoutez en audio ou en vidéo. Alors je vous préviens, l'idée c'est pas de critiquer simplement l'IA, et d'ailleurs, de mon côté, j'utilise ces outils après tous les jours, voire toutes les heures, j'exagère un peu. Ils ont révolutionné évidemment ma façon de travailler. Non, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est une invitation à regarder en face ce qui se joue vraiment. Est-ce qu'on est en train de créer des outils d'émancipation ou des nouvelles chaînes dorées? L'intelligence artificielle va-t-elle nous libérer, nous augmenter ou nous transformer en assistés comme dans le dessin animé Wall-E? Mais d'abord, je pense que c'est important de revenir à ce qu'est l'intelligence, parce que je trouve ce sujet intéressant. En qualité d'humain, nous avons une multitude d'intelligences. Celle de la vie et du corps déjà. Ces dernières sont évidemment les plus essentielles a priori, mais si on se concentre juste sur notre cerveau, intelligence, ça s'écrit aussi au pluriel. Parce qu'on a des intelligences situationnelles, temporelles, parce qu'on va tous mourir, analytiques, émotionnelles, créatives, etc., etc. Et aujourd'hui, on qualifie d'intelligence artificielle, mais en tout cas d'intelligence, un outil qui est simplement capable de reproduire, en partie seulement, nos capacités cognitives analytiques. Et me dites pas, non mais Greg, en fait, t'as rien compris, c'est que le début, ça va s'améliorer à la vitesse grand V. Alors, je sais pas si vous vous êtes intéressé à la manière dont l'IA fonctionne, mais c'est très largement un modèle statistique prédictif. Les IA, elles peuvent pas vraiment s'améliorer car structurellement, elles sont construites de cette manière, tout simplement. Et on a vu avec ChatGPT 5 et l'échec relatif de son lancement
que nous sommes déjà arrivés à une sorte de palier. Et bien sûr, il y a plein de gens qui parlent de l'IA générale, les GI. On en parle depuis des décennies en réalité, et on n'y est pas. Et sincèrement, je crois pas qu'on y sera un jour, en tout cas pas de ma vie. Mais évidemment, c'est mon point de vue. Néanmoins, il est quand même partagé avec tous les experts que j'ai reçus sur Vlan. Mais les GI, c'est pas pour demain. Moi, j'aime à dire qu'être intelligent, c'est pas simplement de résoudre des problèmes simples, ou complexes d'ailleurs, c'est de créer de nouveaux problèmes, comme d'aller sur la Lune par exemple. Ces problèmes qui n'existaient pas auparavant pour faire avancer l'espèce. Et évidemment, ici, l'IA, elle est inopérante puisqu'elle se base que sur le passé. Donc elle ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on devrait peut-être plutôt parler de stupidité artificielle. L'intelligence, c'est beaucoup plus complexe. Mais avant de revenir à l'humain, il me semble essentiel de sortir de notre vision hyper égocentrique de l'intelligence. Et en fait, je pense que c'est important de reconnaître que l'intelligence, elle se présente sous de multiples formes. Elle existe partout autour de nous depuis des millions d'années. Cette révélation, ça m'a personnellement secoué. On passe notre temps à fantasmer sur des IA qui reproduisent notre façon de penser, alors que la nature, elle regorge d'intelligences radicalement différentes des nôtres, et qui résolvent des problèmes que nous n'arrivons même pas à formuler. Prenez par exemple les octopodes. Ces créatures, elles ont un cerveau complexe, mais leur corps et leurs lignes évolutives sont si différentes des nôtres qui représentent une forme d'intelligence totalement parallèle. L'expérience d'être une pieuvre, c'est probablement aussi éloigné de la nôtre que celle d'être un extraterrestre. Et puis les plantes, les plantes. Elles peuvent écouter, en répondant par exemple au son des chenilles qui les grignotent, mémoriser, par exemple les mimosas se souviennent qu'une chute répétée est inoffensive, sentir, planifier, elles ont même une forme de proprioception. Elles partagent notre monde avec des perceptions qui sont radicalement différentes des nôtres. Et en fait, peut-être l'exemple qui m'a le plus surpris, celui qui est le plus spectaculaire, c'est les myxomycètes. C'est des organismes unicellulaires, donc qui n'ont pas de cerveau, et qui peuvent résoudre ce qu'on appelle le problème du voyageur de commerce. C'est un casse-tête informatique qui est très complexe. Et en fait, elles le résolvent plus efficacement que nos supercalculateurs. C'est donc des cellules, sans cerveau, qui calculent mieux que nos ordinateurs. Et en fait, cette découverte, elle change tout. En fait, on vit un véritable moment copernicien. La reconnaissance que l'intelligence existe sous de multiples formes, y compris dans nos créations artificielles, décentre complètement l'humain. On a déjà trop oublié, ou en tout cas trop vite, que l'intelligence de notre corps était essentielle. Il possède des neurones dans tous les organes qui ont évolué sur des milliers d'années. Votre corps, c'est quand même votre meilleur outil. Il digère, il transpire, il gère les poisons comme le sucre et l'alcool. Il fait tellement de choses hallucinantes sans qu'on ait besoin d'engager notre cerveau. Ça, c'est déjà incroyable et formidable. Mais surtout, en fait, le plus étonnant, c'est qu'on n'est plus au sommet d'une hiérarchie de l'intelligence. Nous sommes une forme d'intelligence parmi d'autres. D'ailleurs, j'avais fait un épisode avec le journaliste Ed Wong sur la manière dont les animaux perçoivent le monde. Cet épisode, il permet aussi de mieux comprendre que l'intelligence, elle est multiple et bien au-delà de nos perceptions. On y parle beaucoup des chiens, si vous en avez un, mais on parle aussi de plein d'autres animaux, évidemment. Et cette révélation, ça devrait nous rendre plus humbles, je crois. Mais au lieu de ça, on continue à développer des IA comme si nous étions les seuls détenteurs légitimes de l'intelligence. Je crois que le plus grand mensonge de l'IA démocratique, c'est que, et je pense que c'est important de crever l'abcès, c'est ce storytelling technologique qu'on nous sert depuis des mois. On nous vend que l'IA, c'est un outil ultime de démocratisation du savoir. Tout le monde va pouvoir désormais accéder à l'intelligence. L'éducation va être révolutionnée. On nous promet aussi que les inégalités intellectuelles vont disparaître. Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est vraiment du bullshit. On disait d'ailleurs la même chose d'Internet. Et je crois qu'on n'est pas beaucoup plus malin aujourd'hui. Donc la seule chose dont on peut être certain, c'est qu'on est surtout très mauvais à prédire l'avenir. Donc, en tout cas, moi, j'ai pas l'association que l'humanité soit beaucoup plus intelligente depuis qu'il y a Internet. Et vous voulez savoir à quoi sert vraiment l'IA aujourd'hui ? Il y a James Bridle, qui est un artiste et un technologue britannique sur lequel je me suis beaucoup appuyé, qui nous donne quelques exemples qui font froid dans le dos. L'IA, elle sert principalement à rendre l'exploration pétrolière et gazière plus efficace en Grèce, à optimiser les profits des plateformes de surveillance publicitaire, à automatiser des processus industriels qui étaient déjà controversés avant d'être rendus intelligents. L'intelligence artificielle, dans sa version actuelle, c'est pas démocratique, c'est corporatif. Elle sert des objectifs acquisitifs, industriels, de maximisation des profits. Elle nous vend du rêve d'émancipation tout en nous enfermant dans des logiques de consommation passive. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que cette IA, soi-disant révolutionnaire, a une empreinte carbone comparable à celle de l'industrie aérienne. On est en train de griller la planète
pour créer des outils qui nous évitent de réfléchir à ce que nous sommes en train de faire. En fait, c'est un cynisme achevé. Mais il y a pire, en fait. Il y a pire que cette hypocrisie environnementale. Il y a cette obsession maladive de battre l'humain. AlphaGo qui écrase les champions de Go, GPT qui réussit le barreau, des IA qui peignent mieux que Picasso, comme si l'intelligence était une compétition où l'objectif c'était de nous rendre obsolètes. Mais en fait, évidemment, c'est pas ça. L'information, ça peut devenir aussi un poison. On va voir la crise invisible de la connaissance. Parce que le problème, c'est pas seulement que nous créons des IA pour de mauvaises raisons, c'est que on est en train de confondre information et connaissance. Camille Desjardins, sur laquelle je me suis beaucoup appuyé aussi, qui est une philosophe et qui vient de sortir un petit ouvrage chez Gallimard dans la collection Tract, pose une question cruciale. En fait, apprendre, c'est acquérir une connaissance, l'intérioriser, la rendre mobilisable. C'est pas l'ingurgiter de manière passive. Alors que fait ChatGPT? Il nous gave d'informations prémâchées, nous dispensant de l'effort de transformation qui constitue en lui-même l'apprentissage véritable. Le problème, c'est qu'une information non traitée, surtout quand elle vient d'une IA, peut être trompeuse et fallacieuse. Il suffit de regarder le succès du sophisme dans les médias pour s'en rendre compte. En particulier quand vous n'avez plus vraiment les outils pour prendre le recul, pour l'examiner, ce qu'on appelle l'esprit critique. On a tous évidemment l'impression que l'on serait suffisamment avisé pour avoir ce recul, mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Et un bon exemple, c'est celui de la calculatrice, parce que en dehors des calculs simples, on est devenu totalement incapable d'évaluer le résultat de la machine. Et en fait, en tout cas, je parle pour moi, ça ne viendrait même pas à l'idée de discuter le résultat d'une calculatrice. Et ce qui est vrai de la calculatrice l'est de plus en plus pour l'information véhiculée par les médias ou par l'intelligence artificielle. On la reçoit de manière passive, sans être capable de l'évaluer. Et les conséquences, elles sont déjà évidemment visibles. Un, sur la prédictabilité du monde, parce que malgré nos supercalculateurs météorologiques, le changement climatique rend l'atmosphère moins prévisible, et plus on a d'outils, moins nous comprenons le monde. Aujourd'hui, on est moins capable de faire des bonnes projections sur la météo. Sur notre autonomie de jugement aussi, évidemment, le biais d'automatisation, en fait, nous pousse à suivre aveuglément des suggestions de machines, même quand elles sont manifestement fausses. Il y a des gens qui littéralement meurent parce qu'ils ont suivi leur GPS dans un ravin. Littéralement, ils crèvent. Et pour mémoire, dans 30 ou 40% des cas, l'IA se trompe, mais avec beaucoup d'aplomb par contre. Ensuite, il y a évidemment l'impact sur la recherche médicale. Et contrairement à ce que dit la loi de Moore qui prédit que la puissance informatique double chaque année, on est en train de découvrir que de moins en moins de nouveaux médicaments arrivent, malgré les investissements massifs. Pourquoi? Parce qu'on traite la recherche comme un problème purement computationnel. C'est-à-dire qu'on oublie l'intuition humaine. Et il y a un papier dont je vais vous mettre le lien en commentaire de recherche qui suppose que la recherche médicale va ralentir à cause de l'IA. Et le plus inquiétant peut-être, c'est que Internet est conçu pour partager de l'information, mais c'est devenu un outil de confusion massive. Les algorithmes, qui sont motivés par les profits, amplifient nos pires impulsions et nourrissent même les enfants de contenus qui sont inappropriés. Les outils technologiques ne sont pas neutres et les entreprises qui les possèdent encore moins. L'IA ne nous rend pas toutes les connaissances accessibles, elle ne traite que le savoir déjà numérisé et ne peut aller au-delà de ce qui est déjà connu. Au mieux, elle nous enferme dans notre niveau de connaissance de 2025, mais au pire, et en réalité je pense que c'est ce qui est en train de se passer, elle nous fait régresser. Et finalement, une des choses les plus positives que nous apprend l'IA, c'est que c'est essentiel de lire, puisque en réalité c'est ce qu'elle fait. C'est étonnant parce qu'il y a cet auteur, Forster, qui l'avait prévu dès 1909 dans sa nouvelle qui s'appelait « La machine s'arrête ». Il imaginait une humanité nourrie et instruite par une machine omnisciente qui perdait progressivement le sens de l'espace, du toucher et de l'autonomie, jusqu'à l'effondrement de la civilisation quand la machine tombe en panne. Et en fait, on y est. Enfin, presque. Parce que c'est encore à nous de décider, évidemment. Et je crois que, finalement, apprendre, c'est l'acte révolutionnaire ultime. Parce que face à cette catastrophe cognitive annoncée, qu'est-ce qui nous reste? L'apprentissage, le vrai, celui qui fait mal, celui qui résiste. Pourtant, c'est vrai que on a tendance à associer la liberté au fait de se libérer de tâches qui nous semblent totalement superficielles, pour faire des choses qui nous semblent plus utiles. Et le problème, c'est qu'on a tous un biais, on est tous optimisés pour la survie, et donc notre cerveau, il est fainéant. Il veut s'engager cognitivement que le moins possible. Et lorsqu'un outil comme ChatGPT nous permet d'éviter de réfléchir, on tombe dedans, naturellement. Et de manière paradoxale, on cherche la liberté en apprenant moins, en lisant moins, mais on se fait enfermer dans une prison aux parois qui sont un peu floues, celles de notre représentation du monde.
Si les animaux comme la pieuvre ou simplement votre chien voient le monde de manière différente, en fait, les autres humains aussi. Et les tech bros sont en train de prendre possession de la manière dont vous envisagez le monde. Vous voyez le souci ? En fait, en réalité, c'est déjà largement le cas parce que les réseaux sociaux, en particulier leurs algorithmes, mais aussi les superproductions hollywoodiennes, les médias, ont un impact extraordinaire sur la manière dont vous envisagez le monde. Mais ces barreaux, ils sont flous, on a du mal à les voir et on pense qu'on est libéré d'eux. Mais acquérir des connaissances, ça permet d'enrichir justement sa vision du monde et donc de se rendre plus libre. En fait, il y a trois sens principaux pour le terme liberté. D'abord, la liberté juridique et politique, c'est-à-dire la marge de manœuvre garantie par la loi pour disposer de sa vie. 2, la liberté matérielle, c'est-à-dire la marge de manœuvre physique, le non-emprisonnement, le non-empêchement. Et puis, la liberté psychologique, c'est-à-dire la capacité de faire en conscience ses propres choix. On pourrait aussi parler de libre arbitre, parce qu'on peut se sentir libre tout en étant esclave, par exemple, en conservant sa liberté de penser, tout en étant physiquement contraint. Mais en fait, ça peut aussi être l'exact inverse. L'esprit peut être contraint sans que le corps ne le ressente. Et c'est ce qu'on nomme l'aliénation. Et en fait, on est évidemment tous aliénés par la société, ses règles, etc. On en a parlé dans l'épisode sur les désirs. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que nous apprend l'effet Dunning-Kruger, c'est que moins on sait, moins on doute du peu que l'on sait, et vice-versa. Cette dépendance, elle est souvent acceptée par ignorance, en fait. Car plus on ignore, moins on questionne, et moins on questionne, plus on accepte, ce qui relève du choix possible, mais qui est présenté comme une nécessité par ceux qui en tirent le profit. Les tech bros, donc. Mais c'est pas tout. Camille Desjardins, elle nous rappelle pourquoi apprendre, c'est un acte existentiel, mais aussi, d'une certaine manière, révolutionnaire. D'abord, c'est une nécessité vitale. Si on prend simplement les Inuits, ils ont survécu dans l'Arctique grâce à leur capacité d'apprentissage et par la transmission. De 2, affaiblir la recherche et l'enseignement est un suicide collectif. De 3, c'est un besoin aussi psychologique et existentiel. Apprendre nous constitue en tant qu'humains et individus. C'est ce qui nous permet, clairement, de forger notre propre trajectoire loin du prêt-à-penser. En fait, c'est fondamental pour un humain d'apprendre. C'est même la condition de sa liberté, comme on l'a vu juste avant. L'apprentissage, ça permet d'avoir cette liberté psychologique. La capacité de faire des choix conscients, de juger, de remettre en question, de nous permettre de devenir acteur de sa vie plutôt que de la subir. Et puis, c'est une source d'épanouissement. L'effort d'apprendre, ça procure une gratification durable et ça conduit à un sentiment d'accomplissement, de puissance et de bonheur qu'on ne pourra jamais donner à travers un copier-coller de ChatGPT, évidemment. Enfin, tout le monde cherche à se réaliser, à trouver du sens, alors que la réponse, elle est là, devant nous, devant nos yeux. La réalisation de soi, ça dépend de l'apprentissage et d'une forme de courage contre la facilité. Dans une ère sans friction, j'aime beaucoup l'idée de faire l'éloge de la difficulté. On parle souvent de confiance en soi, mais ça ne s'apprend pas par défaut, la confiance en soi. La seule manière de la développer, c'est en se concentrant sur sa conscience, sa mémoire, le décentrement de soi, l'engagement vers et pour l'extérieur. La confiance en soi, ça vient aussi de l'occasion de prouver sa valeur, et donc de gagner en compétences, et donc d'apprendre, tout simplement. Apprendre, ça favorise le sentiment d'être acteur de sa vie, de pouvoir concrétiser ses désirs, et donc d'être puissant. Qui n'a pas envie d'être puissant dans sa vie ? C'est marrant parce que je possède une boîte à musique que je pourrais vous montrer là, mais que je n'ai pas avec moi là tout de suite. Et on l'appelle souvent la boîte magique. Parce que, en fait, en tournant une manivelle, on peut activer une sorte d'enceinte qui est connectée elle-même à une carte SD. Et en fait, le fait de l'action, donc tourner la manivelle, ça génère de l'énergie, donc ça génère de l'électricité. Et ça produit, pour les personnes qui sont présentes, le même effet que si je jouais de la musique. C'est assez bluffant. C'est pour ça qu'on l'appelle la Magic Box. Pourtant, jouer de la musique, c'est pas évidemment juste tourner une manivelle. C'est apprendre pendant de longues heures à maîtriser un instrument. Et l'IA, ça permet de faire de la musique en appuyant sur des boutons. Et par là même, en fait, l'IA, elle abaisse le niveau pour consommer immédiatement. Mais la réalité, c'est que ça alimente un mal-être à long terme. Parce que comment on peut être fier de cette musique que l'on a générée ? L'estime de soi, gagnée à force d'efforts et de défis relevés, peut excéder la recherche de bien-être. C'est extrêmement important de comprendre ces choses-là. L'effort et la confrontation à la difficulté sont des leviers de transformation et de stimulation. Notre époque, elle est évidemment obsédée par la facilité, elle détruit systématiquement la curiosité et la capacité d'émerveillement. Et peut-être que l'école actuelle, en dévalorisant la difficulté, produit une génération entière incapable de persévérer face à l'obstacle. Et maintenant, l'IA, elle est en train d'achever le travail en nous promettant que nous n'aurons plus jamais à faire des efforts.
La réalité, c'est que c'est un piège mortel. Parce que notre finitude, dans le temps, l'espace, mais aussi l'esprit, c'est précisément la condition de notre créativité et de notre mouvement. Se comparer aux machines sur leur capacité nous fait oublier ce qui nous rend unique, c'est-à-dire notre capacité à apprendre à vivre. La machine, elle a une double infériorité. Elle ne pense pas dans un corps, ni dans un vécu, ni dans une lignée. Elle n'a pas de conscience du temps, alors qu'en fait, c'est le plus grand déterminant de la vie humaine. C'est notre finitude qui nous fait nous mettre en mouvement. L'humain, il est tellement plus que l'addition de compétences. Se comparer à une machine, c'est presque insultant en réalité. Et finalement, l'humain n'est menacé de remplacement que quand il se compare aux machines, en oubliant que ce qui fait de lui un être totalement à part entière, c'est tout le reste. L'IA à l'école, c'est peut-être le plus gros problème dans notre époque, parce que l'éruption de ChatGPT dans l'éducation, ça révèle l'ampleur du problème. D'un côté, on a des enseignants qui sont paniqués, qui voient leurs élèves rendre leurs devoirs qui sont générés par des IA. De l'autre, on a des technophiles qui prétendent que l'IA va révolutionner l'éducation en personnalisant les apprentissages. De mon côté, j'ai l'impression que les deux camps passent à côté de l'essentiel. L'IA n'est qu'un révélateur de ce qui dysfonctionne, déjà dans notre système éducatif. Si les élèves préfèrent ChatGPT à leurs cours, c'est peut-être que nous avons transformé l'école en usine. C'est peut-être que nous avons transformé l'école en usine à information plutôt qu'en laboratoire d'apprentissage. Vous savez, l'Ossium, la Scole, tout ça. J'en ai déjà tellement parlé, je vais pas vous faire le défi de vous en parler maintenant à nouveau. Le vrai défi, c'est pas de bannir l'IA des classes ou de l'intégrer aveuglement, c'est de redéfinir ce que signifie apprendre à l'ère de l'IA. Parce que oui, l'IA, ça peut être un outil formidable pour gagner du temps sur les tâches répétitives, pour explorer des hypothèses, pour stimuler la créativité, mais à une condition absolue. Maintenir le contrôle sur le processus d'apprentissage. Et surtout, apprendre aux enfants là où l'IA ne pourra jamais les remplacer. Par exemple sur l'empathie, les tâches physiques complexes, l'éthique, la gouvernance. Utiliser ChatGPT pour qu'il nous fasse ses devoirs, c'est comme utiliser une calculatrice pour apprendre les tables de multiplication. On obtient le résultat, c'est sûr, mais sans acquérir la connaissance, ni la compétence. Déjà, la neuroscientifique Sama Karaki, elle expliquait sur mon podcast que le souci de l'école, c'était déjà d'être tellement performatif et de se concentrer uniquement sur les notes. Mais l'essentiel, c'est pas le résultat. C'est le processus par lequel vous êtes passé pour y arriver. Et demander la réponse à une IA, en fait, c'est juste pas un processus. L'objectif doit donc rester le développement de nos capacités propres. La raison, l'esprit critique, la capacité à questionner, à douter, à créer du lien. Et peut-être que l'attention, c'est notre dernière ligne de défense. Parce qu'au fond, la bataille qui se joue, elle n'est pas vraiment technologique. Elle est attentionnelle. L'IA, elle nous promet un monde sans effort, sans friction, sans résistance, un monde où toutes nos questions auraient des réponses instantanées, où tous nos désirs seraient anticipés, où toutes les difficultés seraient aplanies. Mais la réalité, c'est que ce monde-là, il nous tuerait à petit feu. Un petit peu comme dans Wall-E d'ailleurs. C'est dans la résistance qu'on se construit. C'est face à l'obstacle que nous développons notre force. C'est dans l'effort que nous trouvons le sens. Utiliser l'IA pour éviter de réfléchir, c'est comme de prendre l'ascenseur pour éviter de marcher. Ah bah oui, c'est sûr, à court terme, c'est pratique. Mais à long terme, nos muscles s'atrophient. L'attention, c'est notre muscle le plus précieux. Et comme tout muscle, il a besoin d'entraînement, de résistance, de défis. Quand je demande à ChatGPT de rédiger mes emails, alors c'est sûr, j'économise sans doute 30 secondes, mais j'abandonne aussi 30 secondes d'exercice mental. Quand je lui demande de résumer un livre, j'évite 3 heures de lecture, c'est clair, mais je me prive aussi de 3 heures de réflexion personnelle. Et un par un, c'est pas très grave, mais ces micro-abandons, ils s'accumulent. Et un jour, on se réveille avec un cerveau ramolli, qui est incapable de soutenir un effort prolongé. Et je reprends l'exemple du livre, mais combien de pages aujourd'hui pouvez-vous lire sans avoir envie de prendre votre téléphone ? Imaginez demain. C'est vraiment ça le souci. Et les jeunes générations, c'est peut-être des cobayes malgré eux. Et c'est ce qui m'inquiète le plus parce qu'on est en train de mener une expérience grandeur nature sur ces jeunes générations. Des enfants qui grandissent avec ChatGPT comme assistant. Et ce sont des adolescents qui n'ont jamais, vraiment jamais, connu l'effort de chercher une information dans un livre. Des étudiants qui rendent des dissertations générées par une IA sans même les relire. En fait, on est en train de créer des générations entières d'humains qu'on appelle augmentés. Mais augmentés de quoi exactement ? De la capacité à déléguer leur réflexion ? De l'art de poser des bonnes questions à une machine ? De l'habilité à distinguer le vrai du faux dans un océan de contenu généré par des IA ? Ou bien nous créons des générations qui sont diminuées. Des humains qui ont perdu l'habitude de l'effort intellectuel, qui paniquent dès qu'ils n'ont plus accès à leur assistant numérique, qui ne savent plus faire confiance simplement à leur propre jugement. L'histoire,
Elle nous enseigne que chaque révolution technologique transforme profondément l'humain. L'écriture, elle a transformé notre mémoire, évidemment. L'imprimerie, elle a transformé notre rapport au savoir. Internet, ça a transformé notre rapport à l'attention. Et l'IA, ça va transformer notre capacité de réflexion. Mais dans quel sens ? Et ça dépend vraiment entièrement des choix qu'on va faire maintenant. Le paradoxe, c'est ce qu'on appelle l'intelligence planétaire. Parce que comme je le mentionnais au début de cette newsletter, au moment même où on est en train de développer ces intelligences artificielles de plus en plus sophistiquées, on est en train de découvrir que l'intelligence, elle existe partout, autour de nous, depuis toujours. Les champignons, par exemple, qui créent des réseaux de communication souterrains, qui sont très complexes. Les abeilles qui dansent pour transmettre des informations géographiques précises. Les bactéries qui prennent des décisions collectives. Cette intelligence qu'on appelle planétaire, dont parle Bridle, nous invite à une révolution de l'humilité. Au lieu de créer des IA pour dominer le monde, on pourrait développer des outils pour mieux comprendre et coopérer avec toutes ces formes d'intelligence qui nous entourent. Imaginez, tout simplement, des IA qui sont conçues non pas pour nous remplacer, mais pour nous aider à décoder les langages du vivant, dont on est tellement déconnecté. Des systèmes qui nous permettraient de parler avec la forêt, de comprendre les océans, de collaborer avec les écosystèmes. Pourquoi pas de parler aux baleines ? J'ai vu ça dans une série. Cette vision, c'est pas seulement de la science-fiction, c'est un choix de société. On peut continuer à développer des IA pour maximiser les profits et minimiser l'effort humain, ou on peut les réorienter vers une meilleure compréhension du monde et notre place dans l'univers. Et la première voie, elle nous mène évidemment vers l'assistanat cognitif, mais aussi l'atrophie intellectuelle, tandis que la seconde, elle nous permettrait d'avoir une nouvelle forme de conscience planétaire. Et je pense qu'en fait, ce qui va être essentiel pour vous, pour moi, c'est une sorte de résistance par l'apprentissage. Concrètement, la vraie question, c'est comment on fait pour résister à la facilité toxique de l'IA, parce qu'on a vu notre corps, notre cerveau, il est naturellement attiré par ça. La première règle, c'est peut-être de préserver des espaces d'effort personnel, de garder des domaines où vous vous interdisez l'assistance artificielle. Pour moi, par exemple, c'est l'écriture de cette newsletter, la lecture de livres, les interviews que je mène. Chaque phrase, elle est réfléchie, pesée, construite. L'effort, il fait partie du plaisir. Même si, j'avoue, pour être transparent, une fois qu'elle est écrite, j'utilise une IA pour uniformiser le style. La deuxième règle, c'est de cultiver la lenteur. Parce que dans un monde d'instantané, prendre le temps devient révolutionnaire. Lire un livre entier plutôt que de demander le résumé, réfléchir avant de poser une question à ChatGPT, se perdre volontairement dans ses pensées, se perdre tout court plutôt que d'utiliser Google Maps, c'est vraiment important. La troisième règle, c'est de questionner systématiquement, de ne jamais prendre pour une réponse d'un agent IA pour argent comptant. Croiser les sources, vérifier, douter. L'esprit critique, c'est notre meilleure défense contre la désinformation, qu'elle vienne d'humains ou de machines. La quatrième règle, c'est de maintenir contact avec le réel, de jardiner, de cuisiner, de bricoler, de dessiner. Toutes ces activités qui sollicitent nos sens et notre corps nous ancrent dans le monde physique. Et bien sûr, l'IA, elle peut simuler beaucoup de choses, mais pas la sensation d'une bêche qui rencontre la Terre. La cinquième règle, c'est de transmettre. Enseigner ce qu'on apprend, même de façon informelle. L'acte de transmission, il force à structurer sa pensée, à identifier les lacunes, à approfondir sa compréhension. C'est le sens de ma vie, donc je suis peut-être pas très objectif sur ce dernier point, mais je sais aussi que quand j'ai écrit cette newsletter, quand j'ai écrit mon livre, c'est ce que ça m'a appris le plus, c'est comment ça m'a remis en question moi-même. L'IA, c'est un révélateur de ce qu'on nous apprend sur nous-mêmes. Au final, l'intelligence artificielle, c'est peut-être le plus grand révélateur de notre époque. Elle nous force à répondre à des questions fondamentales. Qu'est-ce qui fait notre humanité ? Que voulons-nous déléguer ou que voulons-nous préserver ? Quelle est notre vision de l'intelligence et de l'apprentissage ? L'IA, elle nous montre des faiblesses aussi. Notre addiction à la facilité, notre paresse intellectuelle, notre tendance à chercher des raccourcis. Mais elle révèle aussi nos forces, notre créativité, notre capacité d'adaptation, notre soif de comprendre. Et face à une machine qui pense, entre guillemets, différemment de nous, nous sommes obligés de définir ce qui nous rend unique. Et cette définition, ça peut pas être en fait on est les plus forts ou on calcule plus vite. Ces batailles-là, on les a déjà perdues. Notre spécificité, c'est de notre capacité à donner du sens. J'aime bien cette phrase qui est « l'IA, ça nous oblige à être plus humains ». Une IA, ça peut évidemment générer des textes parfaitement cohérents, sans comprendre ce qu'elle écrit. Elle peut résoudre des équations complexes, mais sans saisir leur beauté. Elle peut analyser des œuvres d'art, mais sans être émue. Et nous, humains, on transforme l'information en connaissance. Et la connaissance, on la transforme en sagesse. L'expérience, on la transforme en sens. On est des créatures de signification, dans un univers qui n'en a pas, a priori.
Et c'est ça qu'il faut préserver. C'est ça qu'il faut cultiver, en fait. L'enjeu, il dépasse largement la technologie. Il s'agit de développer une véritable écologie de l'attention, une façon de préserver et cultiver nos capacités cognitives, comme nous préservons la biodiversité. Cette écologie, elle implique d'abord des espaces de déconnexion, des moments, des lieux où nous nous interdisons l'assistance numérique, mais aussi des pratiques d'entraînement mental, comme nous allons à la salle de sport pour muscler notre corps, nous avons besoin d'exercices pour muscler notre cerveau. Troisième point, c'est une éducation à la résistance. Apprendre aux jeunes générations à identifier et à résister au piège de l'assistanat cognitif. Quatrième, une réappropriation de la lenteur. On en a déjà parlé, mais revaloriser les processus longs, la maturation, la réflexion approfondie. Cinquième point, une culture de la curiosité, de maintenir le vivant, ce qui nous pousse à chercher, à explorer, à questionner. Cette écologie de l'attention, c'est pas une lubie de nostalgique, c'est une nécessité de survie cognitive. Parce qu'une humanité qui aurait perdu sa capacité de réflexion, qui serait autonome évidemment, ça serait une humanité qui est à la merci de ceux qui contrôlent les outils de pensée. Et personnellement, moi je veux pas de ce monde-là. En tout cas, ceux qui contrôlent ces outils, on a bien vu, c'est les tech bros. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça pour vous? Alors bien sûr, l'avenir n'est pas écrit, et moi je termine cette longue réflexion sur une note d'espoir. L'avenir de notre relation avec l'IA, c'est pas à déterminer. On a évidemment encore le choix. On peut choisir de développer des IA qui nous diminuent, ou des IA qui nous révèlent. Des outils qui nous rendent paresseux, ou des outils qui nourrissent notre curiosité. Des systèmes qui nous isolent, ou des systèmes qui nous connectent au monde. Mais ce choix, on doit le faire maintenant. Parce que chaque jour qui passe, on prend de plus en plus des habitudes, qui seront de plus en plus difficiles à changer. Chaque fois qu'on délègue une tâche cognitive par pure flemme, en fait, on creuse un peu plus le sillon de la dépendance. L'IA peut être notre meilleur outil ou notre pire ennemi. Elle peut nous aider à décoder les mystères de l'univers ou nous transformer en zombies cognitifs. Elle peut nous connecter à l'intelligence planétaire ou nous enfermer dans des bulles narcissiques tellement fortes. La différence, c'est que, finalement, c'est notre niveau de conscience. Tant qu'on utilise l'IA en conscience, comme un outil au service de nos objectifs d'apprentissage et de compréhension, elle peut nous être bénéfique, je crois. Mais dès qu'on la laisse prendre et penser à notre place, on entre dans des territoires qui sont dangereux. Le nuage est nuageux, comme le dit si bien Bridle. La complexité de notre époque, elle va pas se résoudre par des solutions simples. Mais c'est justement cette complexité qui rend l'aventure humaine passionnante, évidemment. Alors la question, c'est qu'est-ce que vous allez choisir? L'assistanat cognitif ou l'autonomie intellectuelle? La facilité toxique ou l'effort libérateur? La délégation passive ou l'apprentissage actif? L'avenir de notre humanité, elle se joue peut-être dans ces micro-choix quotidiens. Dans cette seconde d'hésitation avant de demander à ChatGPT de faire quelque chose que, franchement, on aurait pu faire soi-même. Dans cette capacité à dire non à la facilité pour dire oui à la difficulté. C'est pas naturel, mais c'est indispensable. Dans cette résistance humble, mais têtue, d'humains qui refusent d'abdiquer leur droit à penser. L'intelligence artificielle, ça peut nous augmenter ou nous diminuer. À nous de choisir, en fait. Et vous, la prochaine fois que vous ouvrirez ChatGPT, est-ce que vous allez vous poser cette question? Est-ce que j'utilise l'IA pour apprendre ou pour éviter d'apprendre? Et la réponse à cette question, elle va déterminer si vous faites partie de la solution ou du problème. Et ça, c'est à vous de voir. Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.